STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes dimanche 13 juin 2021. Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition de formation consacrée à la rétroactualité de la semaine. Cela dit, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, a rencontré au cours de cette semaine au palais de la présidence une délégation des athlètes après les compétitions à l'international. Alouma Massani commente les images de Ibrahim Kantama. Cette rencontre du président de la République avec nos athlètes vient après les compétitions internationales dans lesquelles ces derniers ont fait des prouesses à travers des prestations impressionnantes. Le président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed, a profité de cette occasion pour rendre un hommage mérité à nos ambassadeurs. À travers moi, c'est l'ensemble du peuple du Niger qui célèbre votre retour. Alphaga, vous faites personnellement honneur à notre pays. Nous vous avons déjà célébré à d'autres occasions, à plusieurs occasions. Vous maintenez le même cap. Aujourd'hui encore, malgré certainement les difficultés que j'imagine, c'est la preuve que vous êtes un athlète exceptionnel avec une longévité remarquable parce que vous avez beaucoup de volonté, parce que vous avez beaucoup de fierté, parce que vous avez beaucoup de ressources psychologiques et mentales, parce que Dieu vous a doté d'un bon physique. Je voudrais associer à ces mots de félicitations votre camarade qui vient de décrocher dans sa catégorie une médaille de bronze de taekwondo à l'issue des mêmes compétitions. Elle également, elle nous fait honneur, elle fait honneur à son pays, elle fait honneur aux femmes du Niger. C'est la preuve en effet que nous avons beaucoup de potentiel. Il nous revient de faire en sorte que nous puissions l'exploiter. Ces médaillés en or et en bronze se disent prêts à répondre dans toutes les compétitions internationales afin que le drapeau du Niger flotte dans le concert de la nation. Vous savez, je me suis blessé lors de ma qualification, là où j'ai décroché ma qualification pour Tokyo, parmi les 5 meilleurs au monde. Donc, ça fait 1 an, 6 mois, je galère à faire ma rééducation et je me suis donné à fond pour être au rendez-vous des Jeux Olympiques. Et je me rappelle, avant le championnat d'Afrique, je me disais, mais est-ce que je peux le faire? Je me suis dit, Razak, tu dois le faire parce que bientôt c'est les Jeux Olympiques, il faut reprendre la compétition pour être sûr que je peux participer aux Jeux Olympiques. Le président Maître Soumana Sanda salue aussi cette initiative du président de la République, Alhaji Bazoum Mohamed. C'est dire qu'il y a une nécessité absolue à reconnaître enfin que le taekwondo aujourd'hui s'impose comme, disons, leader dans le domaine du sport et qu'il faudrait, au-delà de toute considération, l'aider à maintenir le cap et à poursuivre sur cette trajectoire aujourd'hui. Il est évident que sur tous les théâtres de compétition, le taekwondo nigérien est devenu incontournable. Nous allons continuer à aider au mieux de nos moyens
afin que la dynamique se pérennise. Cette rencontre du président de la République avec nos athlètes, il s'agit de taekwondoïstes et de boxeurs qui se sont distingués lors des compétitions respectivement à Dakar et au Nigeria, prouve l'engagement des plus hauts sommets de l'État à accompagner le sport nigérien. Il s'agit d'Abdourazak Alfaga, Takiet Ben Youssouf, tous médaillés en or. Balkissa Halidou, Ismaël Garba et Mahamadou Maharana, médaillés en bronze. Et le boxeur Moussa Sahabi Gadou et Mohamed Yakouba qui ont rapporté au Niger des médailles en or à Anambra, République fédérale du Nigeria. La Fondation Issoufou Mahamadou de l'ancien président de la République, El Hadj Issoufou Mahamadou, a tenu sa première assemblée générale ordinaire hier samedi 12 juin 2021 au Centre international Mahatma Gandhi de Niamey. Le résumé de cette assemblée générale avec nos reporters Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Cette rencontre qui a vu la présence de plusieurs membres fondateurs marque le lancement solennel de la première assemblée générale ordinaire de la Fondation Issoufou Mahamadou. La Fondation Issoufou Mahamadou, notre temps, entend contribuer à la promotion de la paix et au développement socio-économique, culturel de l'Afrique, notamment la contribution au développement économique, socio-politique et culturel endogène du Niger, en mettant l'accent aussi sur l'éducation, la formation et l'assistance aux populations cibles. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le président de la dite fondation est revenu sur les axes stratégiques et leurs domaines d'action. La promotion de la paix, de la démocratie, du panafricanisme, du capital humain et du climat. Il s'agit là d'un but ambitieux, d'autant plus ambitieux qu'il s'inscrit dans la perspective du double centenaire, celui des indépendances en 2060 et celui de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 2063. Il s'agit donc d'un but de très long terme qui concerne plusieurs générations, un but qui nécessite beaucoup de réflexion et beaucoup d'action. C'est cela que veut signifier la devise de notre fondation. Penser pour agir. Cette fondation Mahamadou Issoufou a pour devise penser pour agir et un apport dans la promotion de la paix aussi bien entre les États qu'entre les individus, surtout en cette période où l'insécurité est une préoccupation préoccupante. Pourquoi n'arrivons-nous pas à faire taire les armes? Pourquoi tant de violence? Quelle solution face aux menaces terroristes? Comment promouvoir des institutions démocratiques fortes et stables? Le panafricanisme a-t-il besoin de renouveler ses valeurs? Quelles valeurs pour une mobilisation collective? Que faire pour moderniser nos sociétés, notamment pour réaliser les conditions de notre transition démographique? Que faire pour moderniser la politique? Comment diffuser et faire connaître le modèle politique nigérien? Quelles valeurs pour la renaissance du continent? Comment contribuer à l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2063, notamment celle de la zone de libre-échange continentale africaine et des plans de développement de l'agriculture, des infrastructures et des industries en Afrique? Quelle contribution au débat sur la gouvernance mondiale post-Covid? Chacun de nous a une expérience des questions que je viens d'évoquer. Ce sont des questions permanentes dont la solution nécessite la solidarité des générations. L'ordre du jour de notre Assemblée générale porte naturellement sur le plan d'action de la Fondation, le projet puits de carbone, le projet de budget pour l'année 2021. Il s'agit là, sans être exhaustif, d'autant de questions
auquel la firme a pour ambition de contribuer à trouver des réponses. Pour ce faire, elle fera appel aux services d'experts de renommée mondiale qui effectueront des recherches et des analyses, produiront des études, des idées, des propositions, organiseront des débats, des ateliers, des séminaires, des conférences, des colloques, afin de contribuer à informer les citoyens et les décideurs. Enfin, la Fondation Issoufou Mahamadou sera animée par des personnalités qui l'ont accompagné dans la mise en œuvre de ce programme de la Renaissance de 2011 à 2020. Une fondation qui a pour but d'apporter sa pierre pour la promotion de la paix à travers le monde. Autre aspect de cette rétrospective de la semaine, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, a tenu vendredi dernier à son siège un point de presse relatif aux résultats obtenus dans le cadre des opérations de contrôle des recettes internes de l'État. Les précisions avec Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. À travers cette sortie médiatique, il s'agit pour la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées d'informer l'opinion publique sur les opérations de contrôle des recettes internes de l'État. Dans ses propos liminaires, le président de la Halcia a relevé l'accompagnement des partenaires techniques et financiers du Niger et les irrégularités constatées dans les services des impôts et des douanes. Les opérations de contrôle menées par les équipes mixte Halcia, Direction Générale des Impôts, mise en place pour remettre à jour le dossier physique des contribuables et le recouvrement des droits de l'État, ont mis en évidence des droits non versés qui se répartissent comme suit. Direction Générale, Direction des grandes entreprises, environ 157 milliards de francs CFA. Direction des moyennes entreprises, environ 67 milliards de francs CFA. Autre recette de Niamey, environ 10 milliards de francs CFA. En somme, c'est plus de 234 milliards de francs CFA de droits qui n'ont pas été versés à l'État par des personnes physiques ou morales. Certaines sociétés totalisent à elles seules plus de 40 milliards de droits non versés. Il a aussi été relevé que beaucoup de contribuables sont depuis 2002 en contentieux judiciaire, dont certains ont même quitté le territoire national. Pour l'heure, ces opérations ont permis, à l'égard de certains contribuables publics, de convenir des protocoles d'accord d'appurement et de traitement de dettes et créances d'un montant de 33 milliards de francs CFA, ainsi qu'une mobilisation des recettes de près de 350 millions de francs CFA. Au niveau des services de douane, des équipes mixtes Halcia, Inspection Générale d'État, Direction Générale des Douanes, ont été mises en place en vue de contrôler les recettes douanières. À ce niveau, les investigations menées à travers l'exploitation du rapport de l'Inspection Générale d'État ont relevé que des marchandises d'une valeur de 21 milliards de francs CFA ont été enlevées sans régularisation au Bureau spécial exonération. De plus, les liquidations d'un montant de plus de 56 millions de francs CFA n'ont pas été payées. L'exploitation de ce rapport se poursuit activement. En définitive, le président de la Halcia a réitéré l'engagement de son institution et la détermination du président de la République à combattre ces fléaux. Je voudrais ici réitérer notre engagement à combattre sans faiblesse la corruption et les infractions assimilées telles que le trafic d'influence, le favoritisme, les pots de vin, l'extorsion, le détournement des deniers publics, la concussion et la fraude, y compris la fraude fiscale et douanière tendant à compromettre la mobilisation des ressources internes. Ces actions, nous les menons avec l'appui total du président de la République et du gouvernement, auquel nous exprimons tous nos remerciements et notre profonde gratitude.
de même que les partenaires techniques et financiers du Niger. Lutter contre la corruption est l'affaire de tous. Au regard des effets dévastateurs de ces fléaux, les pouvoirs publics, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les médias et les citoyens en général doivent conjuguer leurs efforts pour davantage lutter contre cette forme de criminalité. De son côté, le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire a présidé au ministère du Plan le forum sur la contribution des volontariats dans l'élaboration du rapport national volontaire Niger 2021. Détail Ramat Oumarou et Abdel Nasser Abdou. Ce forum national sur les objectifs du développement durable ODD a pour objectif principal l'appropriation et la prise en compte de la contribution du volontariat de l'élaboration du rapport national volontaire du Niger 2021. Le thème retenu pour ce forum est le relèvement durable et résilient de la pandémie du Covid-19 qui promet les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable, construire une voie inclusive et efficace pour la réalisation du programme 2030 dans le contexte de la décennie d'action et de réalisation pour le développement durable. Les ODD constituent un programme ambitieux visant à éliminer la pauvreté et à réaliser le développement durable au cours des 15 prochaines années. Ainsi, 17 objectifs de développement durable ont été définis par les États membres de l'Organisation des Nations Unies au cours d'un vaste processus de consultation. Le Niger, à travers l'élaboration de 2 revues nationales volontaires sur la mise en œuvre des ODD en 2018 et en 2020, marque sa volonté de l'atteinte de ces objectifs. Cependant, au rendez-vous des ODD à l'horizon 2030, le Niger se doit de développer une stratégie de participation efficace et efficiente des interventions dans tous les domaines et qui constitue un levier majeur à l'atteinte des ODD. Cela est d'autant plus possible s'il est pris en compte toutes les contributions des acteurs étatiques et non étatiques. Pour le président des jeunes volontaires pour l'environnement, ce forum est l'occasion pour eux de faire davantage de connaissances sur les opportunités du volontariat et de plaidoyer pour que cet apport de volontariat soit capitalisé. C'est pour nous l'occasion de faire connaissance davantage sur les opportunités du volontariat, mais surtout sur les ODD cibles de cette année qui sont au nombre de 9 et sur lesquels plusieurs structures de volontariat apportent quotidiennement leur contribution auprès des communautés. Aujourd'hui, il y a au moins l'ODD 12 sur la production et la consommation durable, l'ODD 13 sur le changement climatique. Donc c'est des ODD sur lesquels nos activités contribuent quand même à atteindre des résultats. C'est-à-dire qu'à travers nos camps chantiers, à travers nos actions de plaidoyer et de renforcement des capacités, à travers les actions sur l'agroforesterie, l'implication des jeunes et des femmes par rapport à ces différentes thématiques, renforce entre autres par exemple les cibles de l'ODD 13 en lien avec la résilience climatique. Donc nos actions contribuent aisément au renforcement de cette résilience au niveau communautaire. Quand on regarde sur la production et la consommation responsable, nos actions sur l'agroforesterie, de promotion de l'agriculture intelligente face au climat, donc c'est des actions qui contribuent quand même à ce que le pays, le Niger, puisse atteindre aisément en tout cas quelques cibles ou quelques indicateurs de cet ODD. Donc c'est aujourd'hui le point de faire avec les structures de volontariat de la société civile. Chacun aura l'opportunité de dire en fonction des ODD cibles qu'est-ce qu'il fait concrètement et comment ces actions contribuent à l'atteinte de cet ODD. Le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire fait l'espoir que les résultats escomptés pour le rapport national volontaire sur les objectifs de développement durable puissent être atteints. Poursuivons cette édition avec l'Office central de répression du trafic illicite et des stupéfiants qui a rendu public un communiqué de presse. Il est relatif à une plainte judiciaire contre un groupe de presse international. Abou Momansani nous en dit davantage.
La direction de l'Office central de répression des trafics illicites des stupéfiants, OCRIS, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a déposé ce jour 9 juin 2021 une plainte pour diffamation au bureau du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey contre le groupe de presse international dénommé Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Cette plainte, qui sera diffusée à l'international par voie d'Interpol, fait suite aux droits de réponse apportés par l'OCRIS le 28 mai 2021 face aux allégations mensongères par lesquelles l'organe de presse incriminé a affirmé dans un article intitulé « Le jour étrange pour le trafic Hachiche au Niger ». Une partie de 12 tonnes de résine de cannabis saisie le 2 mars 2021 à Niamey a frauduleusement été soustraite et revendue aux trafiquants impliqués. Par cette plainte, l'OCRIS déclenche une procédure judiciaire contre les auteurs de cet article, qui du reste n'ont jamais mis pied au Niger, et les invite une fois de plus à fournir aux autorités judiciaires la moindre preuve de leurs accusations totalement infondées, insensées et ridicules. Signé M. Aboubakar Issaka Oumarou, contrôleur général de police, directeur de l'Office central de répression des trafics illicites des stupéfiants, OCRIS. Célébration hier 12 juin 2021 de la journée mondiale contre le travail des enfants africains, que vise cette journée initiée cette année sous le thème « Agissons maintenant contre le travail des enfants au Niger ». La mobilisation contre la COVID-19 doit être une priorité pour chacun. Suivant ce commentaire de Zainabou Gagara. Le travail forcé des enfants s'entend comme tout travail accompli par un enfant sous une contrainte exercée par un tiers autre que ses parents. La journée mondiale contre le travail des enfants est initiée par l'Organisation internationale du travail dans le but de rappeler à tous à quel point la situation reste dramatique et que par conséquent, on devrait plus que jamais combattre ces fléaux avec une énergie et une détermination sans faille. Car chaque enfant a droit à la bonne santé et à l'éducation. Pour une Afrique digne des enfants, la conscience de tous est interpellée pour la lutte contre l'errance des enfants dans les rues, la mendicité ainsi que celle des enfants guides mendiants, va contribuer dans la lutte contre le travail des enfants, sans oublier les parents qui doivent pouvoir disposer d'un travail décent. Créer un espace d'échange entre les différents acteurs de la protection de l'enfant, afin de leur rappeler leurs engagements, mais aussi et surtout faire la rétrospection de la situation des droits de l'enfant en Afrique et celle du Niger en particulier. Hier, samedi 12 juin 2021, la faculté des sciences techniques de l'université Abdou-Moumouni de Niamey était en plein scrutin en vue d'élire un nouveau doyen à la tête de la dite faculté, dont 2 candidats étaient sur la liste de ce scrutin. Les précisions avec Issifou Mahamadou. Ouvert depuis 8 h du matin à la faculté des sciences techniques FAST, le bureau de vote enregistre la participation de tous les ayants droit à donner leur voix pour élire leur candidat favori. Selon le président du comité d'organisation, tout se passe dans les normes. Aujourd'hui, 12 juin, nous avons lancé les élections avec 5 bureaux de vote. Un bureau pour les enseignants, un bureau pour le personnel administratif et technique et 3 bureaux pour les étudiants. Les bureaux sont ouverts à 8 h et ça va se fermer à 18 h. Après 18 h, on va procéder au dépouillement. Et certainement, c'est après qu'on va proclamer les résultats parce que nous avons 2 candidats. 2 candidats qui vont concourir. Mais à la suite du dépouillement, dans tous les cas, un des candidats sera déclaré vainqueur. Et on suppose que c'est la faculté qui gagne. Quel que soit l'un ou l'autre, c'est un enseignant-chercheur de l'université Abdou-Moumouni, de la faculté des sciences et techniques. Et nous supposons qu'il va
travailler pour l'ensemble de la communauté de la faculté des sciences. Du côté des étudiants de la faculté, tout se passe dans une atmosphère agréable et ils se disent confiants quant à l'engagement des candidats. Les élections se passent dans de très bonnes conditions, donc depuis ce matin, vous voyez l'ambiance, vous voyez l'atmosphère, que les élections se passent très bien. Donc tout se passe dans le camp. En tout cas pour l'instant, on n'a pas encore constaté des agréments. Donc nous souhaiterions et nous estimons que jusqu'au dépouillement, donc les choses vont se passer comme on l'a prévu. Donc comme vous le savez, il y a longtemps, les enseignants ont mené des grèves contre le gouvernement, voyez. Donc finalement, ils sont entendus pour dire que donc dorénavant, pour choisir les élections, donc pour choisir les responsables de la faculté, de l'université de manière globale, et particulièrement ici à la faculté, donc il faut procéder par des élections. Et les élections, c'est tout le monde qui vote. Un étudiant vote, un étudiant une voix, un enseignant chercheur une voix. Les PAT, les personnels administratifs et techniques, ils votent. Donc ici, c'est tout le monde qui vote. Voyez un peu l'avantage et puis l'ambiance, le climat qu'il y a aujourd'hui. Le dépouillement prévu ce soir annoncera le nouveau doyen de la faculté des sciences techniques. Bonne chance aux candidats. À présent, la réaction du secrétaire général du Mozadem, Bourema Dada, sur la situation qui prévaut au Mali après la suspension de ce dernier de la CEDEAO, puis le retrait des troupes françaises au Mali suite au communiqué de presse de l'État français. Le secrétaire général du Mozadem, Dada Bourema, que je vous propose de suivre. Les conditions dans lesquelles le premier coup d'État a été géré, où de manière catimini, la communauté internationale a imposé un certain nombre d'organigrammes aux Maliens, et dès qu'il y a eu la situation au niveau du Tchad, les gens ont commencé déjà par critiquer le 2 poids 2 mesures de la communauté internationale. Parce que beaucoup d'observateurs n'arrivaient pas à comprendre comment l'Union africaine, l'Union européenne et la France, qui en son temps avaient condamné la prise de pouvoir par des militaires au niveau du Mali, avaient accepté de soutenir une transition dirigée par des militaires au niveau du Tchad. C'est-à-dire qu'à partir de là, déjà, il y a un problème. Et certainement, les militaires tchadiens ont profité de cette situation pour faire ce qu'ils appellent la rectification. Ils ont donc dit qu'ils ont rectifié parce que les civils qu'on les a imposés, au lieu de jouer le jeu du Mali, étaient en train de jouer les jeux des forces étrangères. Maintenant, aussitôt après, la communauté internationale est entrée dans ces mêmes erreurs, parce que moi j'appelle ça des erreurs. Au lieu d'essayer de négocier directement avec le Mali, ils ont commencé par des menaces. D'abord, la France qui menace, et automatiquement, la CEDEAO, qui, même si sa sanction n'était pas aussi rigoureuse que la première sanction, parce que la CEDEAO a juste décidé de retirer le Mali de ses instances, et la France également, hier je crois, a pris une décision qui est même ambiguë, parce que dans leur communiqué, la France a décidé de suspendre, parce qu'il faut bien peser le mot, de suspendre ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. Alors là, ça pose problème. Le Mali étant un État souverain, si la France décide de suspendre ses opérations conjointes avec le Mali, le bon sens et en toute civilité, les militaires maliens doivent se retirer également du Mali. Les militaires français doivent illico presto quitter le Mali. Parce qu'ils ne peuvent pas rester au niveau du Mali et dire qu'ils ont suspendu leurs opérations conjointes avec les forces maliennes. La France doit comprendre que le Mali est un État souverain indépendant depuis 1960. Même si c'est son ancienne colonie, la France n'a plus en réalité à le faire ouvertement de l'ingérence dans la politique intérieure du Mali. Et au-delà du Mali même, la France doit comprendre qu'en 2021, elle n'a plus la force nécessaire
pourra imposer tout ce dont bon lui sembla à ses anciennes colonies. Parce que les peuples ou les États des années 1960 ne sont pas les mêmes que les peuples et les États des années 1920. Parlons maintenant de cette cérémonie de Walima, de la lecture du Saint-Coran à l'occasion de la fin de formation à l'école coranique du village de Sagia, situé donc dans la région de Niamey. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, mais aussi de nos reporters Zainab Kakara et Ibrahim Kantama. Éloignés de leurs parents, afin qu'ils se consacrent uniquement à l'apprentissage du Saint-Coran et la méthode des marabouts de l'Ogol Sagia. Cette cérémonie marque la fin de formation de 23 garçons apprenants du Coran après plusieurs années d'études, nés du contrat entre le marabout et les familles de ses enfants avec conditions selon leurs moyens. Yadda muke ji yau kamar ma an sigar da mu aljanna yadda muke jin daɗi saboda daɗin da muke ji ba daɗin da wuce farin ciki taruwa haɗuwa saukar Qur'ani kuma musamman mutum 20 da wani abu ba akalla sun kai musulmi 20 da su da zuwa da bakwai to wallahi abun dubaru ne ba ƙarfi bane yawancin ake kawo wasu almajirai a rika koyar da su in lokacin damana ya soka su koma gidajensu su yi noma lokacin funturu ko lokacin kaka su sake dawa a ci gaba da yin karatu wasu kuma in aka kawo su sun zauna kenan suna karatu har su sauki Qur'ani haka muke yi. Au cours de cette cérémonie religieuse, chaque élève lit à haute voix le Saint-Coran en présence de ses parents et invités dans une grande émotion. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. Selon ces marabouts encadreurs, tous ces élèves sont venus du village de Logol Sagia, sauf un qui est de Kobagi. Et la migration saisonnière permet aux élèves apprenants de bien étudier étant loin de leur famille. Kowane malami yana yin tsarinsa, ni tsari na duk almajirin da ya zauna a gona duk sanda ya samu ɗan hizibu 10 to zan sasi ya ɗauko littafin yana karatun harkan ɓangaren ilimi, ni haka nake tsari na. Ba sai yaro ya sauke Qur'ani zai shiga wai littafai ba, a tun kafin ya sauke ya samu su littafin da ya karanta. To ya danganta, mutum ba zai cewa an samu yadda ake so 100% ba. Wasu yaran kangararru ne, wasu yaran kuma ba su da taurin kai, wasu yaran ko da baka ce su yi karatu ba za su yi karatu da kansu, wasu kuma ana kawo su rika guduwa ana dawowa da wasu sai a gaji ma a rabu da su ba su yi karatu ba. Waɗanda suka yarda da Allah ya kaddara za su yi karatu da su za a yi, amma za mu yi iya ƙoƙarinmu, muka yi iya ƙoƙarinmu duk dubarun harkan karantarwa mu yi. Akwai yaron da yake da yabo sai ka yabe su yake karatu, akwai yaro da yake sai ka taba jikinsa yake karatu, akwai yaro da yake in ya ga bulala ko baka ce masa komai ba yi aikinsa zai kowane yaro yana yin sa. Cette cérémonie montre comment l'islam est venu organiser la vie humaine et sociale, ce qui interpelle la conscience de tous et des autorités en particulier pour appuyer la religion, surtout ces marabouts qui encadrent les populations en transmettant leur savoir sans contrepartie. Avec cette formation coranique, ces enfants seront sûrement un jour des oulémas. Et nous en venons à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine. Très bonne réception et surtout bon début de semaine. Bonsoir. Le
lutte contre la corruption, le cas Issoufou à valeur de test pour Bazoum a constitué un des titres du journal L'Enquêteur. L'enquêteur qui rapporte que le chef de l'État a fait de la lutte contre la corruption l'un des chantiers phares de son mandat. Voilà que l'origine de certains biens immobiliers déclarés par Issoufou Mahamadou suscite la polémique. Une controverse qui a valeur de test pour Bazoum Mohamed, écrit toujours le confrère. Dans sa toute dernière déclaration de biens, Issoufou Mahamadou a fait cas de plusieurs villas en cours de construction, notamment à Niamey, Tawa, Ilela et Dondaji. De tous ces chantiers, c'est celui de Tawa qui concentre le plus la polémique. Selon l'ancien président de la République, la villa qu'il fait ériger dans la capitale de l'Ader a déjà englouti quelques 478 798 912 francs CFA. Cependant, la controverse ne se situe pas à ce niveau, quand bien même le patrimoine immobilier de l'ex-chef de l'État est estimé à plus de 2 339 millions de francs CFA. Une somme énorme pour le président du pays le plus pauvre du monde, a rappelé Nicolas Beau du site Monde Afrique. Les débats tournent plutôt autour des conditions d'acquisition du site sur lequel pousse la future villa d'Issoufou Mahamadou. Pour l'activiste Bana Ibrahim, cela ne fait aucun doute. Le terrain en question appartient bel et bien à la SNTN, Société nationale des transports nigériens, qui l'a vendu au président de la République via la commune urbaine de Tawa, a-t-il déclaré. Convaincu de la véracité de son information, Bana Ibrahim ajoute que le maire de Tawa s'approcha de la SNTN en vue d'acquérir le terrain de 15 000 m² au prix de 431 millions. C'est ce terrain que l'on retrouve dans la déclaration des biens de l'ancien président de la République. La SNTN étant une société majoritairement détenue par l'État, nombre d'observateurs ont conclu alors qu'Issoufou Mahamadou a violé l'article 52 de notre loi fondamentale qui dit, selon le journal, que durant son mandat, le président de la République ne peut ni par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État ou de ses démembrements. Puis à la une du courrier cette semaine, Issoufou Mahamadou et Bazoum Mohamed face aux responsabilités d'État, deux visions et deux dessins antinomiques, écrit en gros à sa une le courrier. Le courrier qui rapporte qu'une image vaut 1000 mots, aurait dit en son temps le chinois Confucius. Issoufou Mahamadou salue le peuple nigérien avec la main gauche. Bazoum Mohamed le fait avec la droite. Dans ces colonnes, le journal écrit que Bazoum n'est pas Issoufou et que le premier n'a aucune intention de se fourvoyer dans les dérives et travers du second. Par ses discours, comme par ses premiers actes, Bazoum donne à ses interlocuteurs des gages sérieux de sa volonté de rupture avec la mauvaise gouvernance qui a prévalu durant les 10 années d'Issoufou. Hommes politiques de tous bords, acteurs de la société civile, journalistes, les Nigériens sont nombreux à relever souvent avec satisfaction que Bazoum n'est pas Issoufou et que le premier n'a aucune intention de se fourvoyer dans les dérives et travers du second. Le changement en cours est en tout cas, selon le confrère, nettement perceptible. Et si au fur et à mesure qu'il avance, il emporte l'adhésion d'un nombre de plus en plus grand de Nigériens, Bazoum est en revanche jugé trop lent pour ne pas susciter des réserves de la part de ceux qui s'attendent à des changements fulgurants dans la gouvernance. Issoufou Mahamadou a plongé le Niger dans un si grand marasme politique, économique, culturel et social qu'il n'est pas si difficile de l'enterrer. Il suffit, note un confrère, d'oser en se faisant esclave de l'État et du peuple nigérien plutôt que d'un clan. À petits pas feutrés, Bazoum Mohamed avance ses pions, mettant méthodiquement en place un autre système de gouvernance proche des aspirations populaires des Nigériens. Écrit plus loin le journal. Bazoum Mohamed a actuellement le vent en poupe, mais c'est un coup de vent qui risque de l'emporter. Il multiplie les actes de bonne volonté, parle de ses ambitions et projets, tous nobles car d'intérêt général, rencontre des acteurs qui, il y a peu sous Issoufou, étaient considérés comme des pestiférés, etc. S'il est fermement attendu sur les grandes questions, notamment la reddition des comptes des auteurs, co-auteurs et complices des scandales financiers qui ont défrayé la chronique, Bazoum Mohamed engrange pour le moment les points. À petits pas feutrés, il avance ses pions, mettant méthodiquement en place un autre système de gouvernance proche des aspirations
populaire des Nigériens, écrit toujours le confrère, pour qui la décrispation de la vie sociopolitique entamée avec la rencontre qu'il a eue à son initiative avec les organisations de la société civile est certes une excellente chose pour le Niger qui a tant besoin d'accalmie, de cohésion et de concorde. Seulement, elle n'est pas pour plaire à tout le monde. Pour un proche de Bazoum Mohamed qui a rendu visite au journal mais qui a requis l'anonymat, c'est à présent que l'alternance est en cours de réalisation. Quant au nouveau républicain, il rapporte à sa une pouvoir-opposition. Le PNDS, son nouveau pouvoir, joue-t-il à la stratégie de l'endormissement, s'interroge ainsi en gros le journal. Il est vrai que certains opposants en prison depuis 5 ans ont fini par être libérés sans que la justice ne se prononce sur les accusations pour lesquelles ils avaient été arrêtés et incarcérés. Il est vrai aussi que depuis quelques jours, les sorties du nouveau président n'affectent pas trop la liberté de mouvement des Nigériens qui, sous Issoufou, avaient vécu ces moments comme un vrai calvaire. On n'avait jamais connu ce que l'on a vécu sous son magistère, pas même sous l'exception. Et pourtant, l'homme pouvait prétendre être le président le plus aimé de la terre. Les Nigériens avaient également apprécié chez l'homme qu'il ait pu fouiller dans la maison où il entrait en fonction pour y dénicher des malversations qui avaient été commises pour conduire en prison le cerveau du crime et ses complices. Il y a sans doute ici, selon le journal, un certain courage politique qu'on peut lui reconnaître, mais pour bien d'analystes avertis, ces gestes sont toutes salutaires, ne peut faire publier les crimes immenses et nombreux dont s'est rendu coupable le régime d'Issoufou, qui pourrait avoir eu besoin de cette alliance avec Bazoum pour protéger les liens. Or, tant qu'il ne touchera pas à certains autres dossiers plus emblématiques, à certains gros poissons connus de tous, il ne peut avoir cette sympathie qu'il voudrait avoir avec les Nigériens pour légitimer son pouvoir, écrit toujours le journal à sa une. Quant au journal La Lettre des Citoyens, il revient à sa une à la rencontre entre le chef de l'État et les organisations de la société civile. Il écrit donc en gros que Bazoum Mohamed renvoie la société civile à son rôle de sentinelle. La société civile doit alerter sur la gouvernance et doit dénoncer quand il y a un dérapage ou quelque chose qu'elle considère comme tel. Nous avons besoin d'acteurs qui jouent ce rôle de sentinelle parce qu'en effet la tendance spontanée des humains, malgré toutes les mesures qu'ils peuvent prendre pour l'autocontrôle, c'est d'en faire fi et de passer des lignes que la société civile devrait être là pour les indiquer en disant attention, vous êtes en train de passer une ligne, vous n'en avez pas le droit, a déclaré le président de la République Bazoum Mohamed, nous rapporte le journal à sa une. Plus loin dans ses colonnes, le journal rapporte qu'en substance, la conception du chef de l'État par rapport aux acteurs de la société civile, c'est qu'ils ne soient pas des acteurs politiques, qu'ils n'ont pas vocation à conquérir le pouvoir et à l'exercer, mais qui ont une vocation très précise de sentinelle pour critiquer et pour dire ce qui s'est fait en bien et en mal. Le chef de l'État avait saisi cette occasion pour rappeler aux participants les progrès réalisés au temps du président Issoufou Mahamadou, qui a signé la déclaration de la table de la montagne. Et depuis, des progrès ont été réalisés dans le domaine de la liberté de la presse. Il a aussi expliqué que le gouvernement a besoin des organisations de la société civile dans le combat contre la corruption et la concussion. J'ai besoin que vous me donniez la main, s'était-il exprimé. Dans un langage clair, le chef de l'État a également noté que le type de relations souhaitées ne doit vraiment pas être populiste, juste pour leur faire plaisir ou pour abuser de l'opinion. J'ai besoin d'acteurs qui nous aident pour que nous puissions extirper de notre administration tous les mauvais comportements, a-t-il précisé selon le journal. Nous allons au fur et à mesure définir les mécanismes à même de nous permettre d'atteindre des bons résultats, a indiqué le président de la République, toujours dans son mot introductif. Quant au journal Le Hérisson, il rapporte dans ses colonnes les éditions consolidées et avancées qui présentent de Jacques Orak. Zoomons sur ce qui fait l'actualité de la semaine au Niger. Bien évidemment, le journal écrit que c'est la rencontre entre le président de la République et les représentants des organisations de la société civile. Si l'on y décrypte la photo de famille de l'événement et les images et vidéos de la rencontre, on verra tout le monde, c'est-à-dire la société civile nigérienne dans toute sa diversité. La société civile politique, la société civile apolitique, les mordus des manifestations publiques, les bons, les méchants et même les etc.
cas, le jour du bain, nul besoin de cacher le nombril, dit-on. Même les figures du cadre de concertation et d'action citoyenne dépositaires de la marque Jacques, Journée d'action citoyenne, y était écrit toujours le confrère qui estime que pour rien au monde, il ne voulait rater cette belle occasion d'un nouveau départ. Nous voulons voir changer les rapports entre l'exécutif et nous. Nous avons trop souffert de la mauvaise caricature faite à notre endroit par une certaine opinion. Nous a confié un fidèle abonné aux Journées d'action citoyenne pour dire que sa société civile ne sera plus comme avant. Qu'en est-il des auteurs des broussements qui hier seulement martelaient sur des ondes, tout sauf Bazoum, s'interroge le journal. Cet esprit relève désormais du passé, écrit le confrère, car avec cette rencontre qui a été fructueuse, chacun doit consolider et avancer. Dixie, c'est désormais ancien animateur de la société civile, façonné depuis le 7 avril 2021 dans la moule de Sey Bazoum. Un acteur qui va rougir de cette rencontre, c'est bien la place Toumo de Niamey qui perd son Jacques. À présent, l'heure est aux rencontres d'action citoyenne RAC. Espérons que ça dure dans un contexte marqué par l'insécurité. Ce dont le Niger a besoin, c'est l'union sacrée des cœurs et des esprits. Le président de la République a bien compris cela, d'où la démarche salutaire. Il reste à ses interlocuteurs de consolider et d'avancer pour le bien-être de la population, a conclu le confrère. Puis à propos de la désignation du représentant de la société civile à la CNDH, le nouveau républicain s'interroge dans ses titres. Pourquoi l'élection de Issa Garba fait polémique? La semaine dernière, M. Issa Garba, acteur de la société civile et président de l'Union des jeunes pour la protection de la démocratie et les droits de l'homme, UGPDDH, une association qui regroupe des jeunes nigériens très engagés et remarqués dans la défense de notre loi fondamentale et la promotion de la démocratie, a été élu comme représentant de la société civile nigérienne devant siéger à la Commission nationale des droits humains, nous apprend le journal. C'était à l'issue d'un vote transparent et honnête, organisé et supervisé conjointement par le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice. Au total, 4 candidatures ont été enregistrées par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit de celle de M. Yaya Abdou, Kabir Wissa, Issa Garba et la candidature d'Al Mansour. Le ministère de l'Intérieur, faut-il le rappeler, a recensé globalement une liste de 313 associations et organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie qui sont aptes à participer au vote. C'est ainsi qu'au terme du vote et du dépouillement des urnes, les organisateurs de l'élection ont constaté que sur les 313 associations ONG certifiées pour le vote, seulement 212 ont exprimé leur droit de vote, les autres étant absentes pour des raisons non encore signalées aux deux ministères. Lors du comptage des voix, 212 enveloppes ont été retrouvées et reparties comme suit. Ce sont 6 voix pour M. Kabir Wissa, 6 pour Al Mansour, 7 pour Maître Yaya Abdou, 132 pour Issa Garba et enfin 3 autres bulletins nuls. Des résultats validés sur place par les 2 ministères en présence de tous ceux qui avaient choisi d'être présents au vote ce jour-là. Aussitôt proclamé l'unique futur représentant de la société civile nigérienne au titre de la CNDH, M. Issa Garba, avait reçu les félicitations de M. Kabir Wissa, arrivé deuxième lors du scrutin, qui a respectueusement reconnu sa défaite, car avant tout, c'est toute la société civile qui gagne. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.